environ une dizaine de films et d'une ou deux séries, et ça prend déjà beaucoup de temps. Et là, il se trouve que depuis le dernier épisode, j'ai regardé 22 films et une série en entière. Du coup, je vais devoir faire une analyse très rapide pour certains films. Il y en a certains, je vais quasiment pas m'attarder dessus pour qu'on puisse aborder ceux qui se différencient un petit peu et essayer de ne pas faire une vidéo de 5 heures. Si tu ne connais pas le concept de ciné-relax, eh bien, je te recommande évidemment les autres épisodes. Mais sinon, c'est très simple. Je parle juste des films et des séries que j'ai vus récemment et je donne un avis rapidement. Mais le but, évidemment, ça reste de te détendre et d'être au calme. Alors, la dernière fois, j'avais pas tourné, j'avais pas parlé dans l'épisode 5 du film Silence de Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson. Donc un film de 2017. Je l'avais vu, je crois, juste après avoir tourné la vidéo. Et du coup, je ne l'avais pas... je crois que je n'en avais pas parlé, a priori. Et c'est un film qui a malheureusement un petit peu fait parler de lui, car il a été un flop monumental au box-office. Et il a été globalement assez critiqué. Je ne sais plus exactement combien il a coûté, mais il a rapporté à peine un tiers de ce qu'il a coûté, sachant que c'était Scorsese qui avait principalement financé, car il tenait à faire ce film depuis très longtemps. Je l'ai trouvé un petit peu mieux que ce qu'on en disait. Je trouvais qu'il y avait une ambiance assez intéressante. Je ne suis pas un grand fan de Andrew Garfield, qui est l'acteur principal, on va dire, dans ce film, et j'aurais préféré voir davantage Adam Driver. Mais je dois reconnaître qu'il ne s'en sort pas si mal au final. Et moi je pense que c'est un film qui vaut le coup d'œil. Le problème, c'est qu'il est très lent et très long, et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc ça, si tu n'aimes pas les films un peu trop lents ou un peu trop longs, je ne te le recommande pas évidemment. Mais si tu es un petit peu curieux ou un petit peu curieuse, et que ce style ne te dérange pas, je pense que ça vaut un petit coup d'œil. Ensuite, j'avais enchaîné avec un film d'une autre époque, car j'avais regardé Trainspotting de 1996, un film de Danny Boyle avec Ewan McGregor, Ewen Bremner, Johnny Lee Miller, entre autres. C'est un film assez culte, on va dire, et il y a le deuxième qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de voir le premier, car ça fait partie un petit peu des indispensables. Et je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est un film qui a une patte graphique et un style bien à lui, une sorte d'énergie et d'ambiance assez caractéristique qu'on ne retrouve pas trop ailleurs. Et je pense que c'est une expérience assez intéressante de le voir une fois, même si au niveau moral, etc., c'est pas du tout le but du film. C'est une histoire assez déjantée, de drogués. Je sais pas quelle est la limite d'âge d'ailleurs, mais c'est sûrement au moins du moins de 12. Je recommande globalement, j'ai bien aimé. Ensuite, il y avait eu Les Animaux Fantastiques
c'est le premier film qu'on peut qualifier de spin-off sur l'univers de Harry Potter, avec donc d'autres personnages, et entre autres le personnage principal incarné par Eddie Redmayne, dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode de Ciné Relax, car il avait eu un Oscar pour son rôle dans Une merveilleuse histoire du temps, et j'avais trouvé qu'il portait le film à lui tout seul à l'époque. Et là je trouve pas que ce soit lui qui porte le film, mais plutôt globalement les effets visuels et l'ambiance de l'époque. Il y a un petit côté vieille Angleterre industrielle, qui est plutôt sympa. Je ne vais vraiment pas m'attarder sur ce film car il est assez classique. Il est un petit peu cliché, il respecte globalement ses engagements, c'est un bon divertissement. Pour tous ceux qui aiment l'univers de Harry Potter, je pense que ça se regarde sans trop de problèmes, mais ça ne va pas non plus être la découverte de l'année, ça c'est sûr. Ensuite. Alors on m'avait pas mal recommandé, enfin, on m'a pas mal demandé de donner une autre chance à Andrew Garfield, qui jusque-là ne m'avait toujours pas convaincu. Et on m'a dit, il faut que tu vois Boy Hey. Donc tu as l'affiche comme d'hab par là, vu que je prononce à ma façon. Et c'est un film de John Crowley avec Andrew Garfield, Peter Mullan, Siobhan Finner-Hahn et Andrew Garfield incarne donc un personnage un peu naïf, presque innocent, un personnage qui a été en prison durant toute son enfance et qui va découvrir la vie à l'âge adulte et qui a cette insouciance. Et là je trouve que dans ce rôle-ci, l'acteur est idéal. J'ai beaucoup apprécié son interprétation et c'est un peu cruel à dire, mais je trouve qu'il joue très bien les personnages un petit peu bêtes. Je trouve qu'il a naturellement un visage un peu naïf, et quand il doit jouer quelqu'un d'intelligent ou d'imposant, eh bien ça ne colle pas, pour moi en tout cas. Mais quand il doit jouer ses rôles justement beaucoup plus justement innocent, naïf, là il s'en sort à merveille. Et globalement, Boy est un film qui m'a touché, qui est très simple, qui est fait simplement, mais juste avec la performance de l'acteur, avec quelques dialogues, eh bien ça m'a un petit peu marqué quand même. Ensuite, il y a eu Vaiana, la légende du bout du monde, un long métrage d'animation de John Musker et Ron Clements, avec les voix de Dwayne Johnson, Auli'i Cravalho et Rachel House. Donc le dernier Disney, je crois que c'est le dernier, qui a été nominé aux Oscars pour, entre autres, une chanson originale que j'adore, que j'ai beaucoup écouté déjà avant de voir le film et ensuite après l'avoir vu. Et c'est un Disney qui m'a beaucoup plu. Je l'ai vu 2 fois d'ailleurs. Je le trouve déjà visuellement très coloré, très agréable à voir. J'aime beaucoup le tandem de personnages. J'ai été étonné aussi par Dwayne Johnson et ses talents de chanteur que je ne connaissais pas. Il se débrouille plutôt bien sur les passages chantés et
Ashton Sanders, Trevent Rhodes et Mahershala Ali. Alors Moonlight, tout un sujet. Il a eu 2 Oscars, je crois que c'est seulement 2. Il a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour Mahershala Ali. Et là j'étais très content, car c'est un acteur que je trouve excellent. Et ça ne me choque absolument pas qu'il reçoive enfin un Oscar. Par contre, il a aussi eu l'Oscar du meilleur film. Et là, ça se complique un petit peu pour moi, car j'ai vu quasiment tous les films nominés pour cette récompense. Et je crois que je les ai tous préférés à Moonlight, dont un autre dont je parlerai plus bas, qui m'a beaucoup plu et qui n'a pas eu du coup la petite statuette. Moonlight n'est pas un mauvais film, et c'est un film qui touche des sujets sensibles. Donc on parle d'un jeune, noir, oui, c'est le synopsis. C'est un jeune noir du ghetto qui, en plus d'être déjà dans le ghetto, est gay. Il a vraiment tout combiné dès la naissance. Alors le combo des deux, je te laisse imaginer évidemment que ce n'est pas facile à vivre. Et c'est pas facile à traiter de façon juste, sans tomber dans le mélodramatique, sans tomber dans la moquerie. Il faut réussir à aborder ça de façon fine et apporter du sens. Globalement, c'est plutôt réussi de ce côté-là. Le film n'est pas mauvais, mais j'ai trouvé qu'il aurait peut-être pu aller plus loin et qu'il sonnait parfois un peu vide. On sent que c'est un projet qui manque peut-être un petit peu de moyens, qui manque peut-être un peu d'ambition. Et c'est un film que je recommande globalement. Je pense que c'est un bon film, mais je n'ai pas été subjugué et je ne trouve pas que ce soit un film qui mérite l'Oscar plus que les autres. Je trouve qu'il a quelques longueurs par moment. Néanmoins, si tu ne l'as pas vu, ça vaut le coup d'œil tout de même. Alors, on bouge un petit peu. Ensuite, eh bien, on a un autre candidat avec Manchester by the Sea, un film de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck, Michelle Williams et Kyle Chandler. Alors lui, il a dû avoir 2 ou 3 récompenses, je crois. Alors, il a eu l'Oscar du meilleur scénario, je crois bien. Et il a aussi eu l'Oscar du meilleur acteur pour Casey Affleck. Et je ne suis pas convaincu, au moins pour un des 2 Oscars, éventuellement pour les 2. Manchester by the Sea est un film qui parle. J'ai du mal à trouver les mots juste, car en fait, c'est un film qui a profondément touché beaucoup de personnes. Je l'ai vu, je l'ai lu beaucoup de fois, et il y en a vraiment pas mal dans mon entourage qui ont adoré le film et qui se sont sentis émotionnellement touchés par ce qu'il racontait et la façon dont il le faisait. Donc je ne vais pas remettre ça en cause, car il a visiblement le potentiel pour être émouvant auprès de certains et certaines. Mais pour ma part, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Et je l'ai regardé sans m'ennuyer. D'ailleurs, pour un film de 2 heures, il est même passé assez
je ne vais pas trop le critiquer, car visiblement, il peut te toucher, il peut énormément te plaire même, vu ce que je vois autour de moi. Mais pour ma part, ce ne fut pas le cas et je l'ai trouvé un petit peu creux, encore une fois, et presque un peu facile. Je n'ai rien trouvé d'exceptionnel. Et pour l'Oscar du meilleur acteur attribué à Casey Affleck, je l'ai trouvé assez lambda dans son rôle. Pas mauvais, mais assez plat. Il a globalement un peu toujours la même expression, et il n'y a pas de nuances dans son jeu qui m'ont subjugué encore une fois. Je suis peut-être un petit peu dur envers Manchester by the Sea, mais peut-être que j'en attendais davantage. En tous les cas, vu l'effet qu'il a eu sur mon entourage, je te le recommande tout de même, au moins pour te faire ta propre opinion. Alors le suivant, on va passer rapidement, c'est Comme des bêtes, un long métrage d'animation de Yaro Cheney et Chris Renaud, avec Louis C.K., Eric Stone Street et Kevin Hart. C'est un dessin animé assez simple, avec des animaux qui partent en vadrouille, on va dire, dans la ville. C'est assez amusant, c'est assez sympa. Je me suis pas ennuyé, j'ai passé un bon moment, mais il n'a rien d'exceptionnel ou de différent de beaucoup d'autres films. Donc je vais passer au suivant. Comme des bêtes, c'est le film typique qui se regarde quand on ne sait pas trop quoi faire et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête ou passer trop de temps sur un film. C'est vraiment le film qu'on lance et on se détend 1h30. Alors, bien, je crois qu'on va réussir à faire une vidéo de moins de 3 heures pour une fois. Donc le suivant, c'est le film Assassin's Creed de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons. L'adaptation du célèbre jeu vidéo de Ubisoft, qui pour ma part était une licence que j'attendais beaucoup. Je me souviens encore de l'époque où le premier était sorti, ça me vendait du rêve et j'avais pas l'ordinateur pour le faire tourner à l'époque. J'avais dû patienter car ça patinait. Et au final, j'ai pu faire le premier, le deuxième et Brotherhood, et j'ai beaucoup aimé les trois. Mais ensuite j'ai un petit peu lâché, j'ai pas suivi le rythme. Je rattraperai peut-être un jour. Du coup, qu'en est-il du film? J'étais intrigué car il y a Michael Fassbender dedans qui est un acteur que j'apprécie beaucoup. Et il y a du potentiel cinématographique dans ce jeu. Beaucoup même. Avec une histoire mystérieuse, avec des combats qui peuvent être bien chorégraphiés et assez impressionnants. Un côté reconstitution historique, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire un bon film à partir de Assassin's Creed. Malheureusement, l'adaptation de Justin Kurzel de 2016 n'en est pas un. C'est globalement raté. J'ai trouvé que tous les plans étaient plus ou moins poussifs. Ça tarde beaucoup trop sur l'époque du présent, qui est honnêtement la partie la moins intéressante de l'histoire. On préfère les passages dans le passé. Et bien là, c'est quasiment les 3/4 du temps facilement dans le présent. Ça parle beaucoup trop pour ne rien dire. Les combats sont
cependant pas grand chose à redire à la prestation de Fassbender, qui fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui donne. Il essaye. Malheureusement, tout autour, quand ça ne colle pas, c'est problématique. À la limite, je peux aussi lui accorder le fait qu'il n'est pas désagréable visuellement la plupart du temps. Il y a quelques scènes qui sont pas vilaines à voir, mais c'est un petit peu tout. Ensuite, on a Miss Sloane de 2017, un film de John Madden avec Jessica Chastain, Mark Strong et John Lithgow. Miss Sloane, ça parle d'une lobbyiste qui va tenter de mener une lutte contre l'association qui protège le droit de porter une arme aux États-Unis. Donc, que tu connais sûrement, la National Rifle Association. Et on va donc avoir toute cette bataille politique de cette femme qui lutte contre contre cette association monstrueuse et la violence continue qu'apportent les armes aux États-Unis et le droit du coup d'en avoir une. C'est un bon film. C'est un peu ce que j'en retiens. Il est bien joué, correctement filmé, c'est bien ficelé. Ça sort pas trop des sentiers battus. Ça se regarde bien. Mais encore une fois, il ne se détache pas spécialement. Et j'ai même été assez déçu par la fin, qui m'a facilement fait retirer un bon point sur ma note finale. Je ne dirai pas évidemment ce que c'est car je ne spoil pas si possible dans Ciné Relax. Mais ça m'a un petit peu refroidi. J'espère que tu n'entends pas trop ma respiration. Je suis dans une pièce où il fait un petit peu chaud là. Et j'ai parfois une respiration un petit peu forte. Ensuite, il y a de quoi dire. Sur Passengers, un film de Morton Tiltum avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt et Michael Sheen. Donc le blockbuster de fin d'année 2016. Le film dans l'espace avec le couple Chris Pratt et Jennifer Lawrence, les acteurs en vogue du moment. Il y avait de quoi faire un bon film. Et il se trouve même que le film est très bon pendant environ la moitié du temps. Il dure 2 heures de mémoire et je me souviens que la première heure m'avait bien plu. On y retrouve Chris Pratt qui est embarqué dans un vaisseau à destination d'une autre planète, ainsi que 4000 autres personnes. Je crois que c'est 4000. Et malheureusement, il se réveille bien trop tôt et ne peut pas se rendormir pour profiter du voyage jusqu'à la fin. Car ils sont pas cryogénisés mais mis dans des capsules particulières qui endorment durant des centaines d'années le temps du voyage. Mais lui, il se retrouve tout seul dans ce vaisseau bien trop tôt. Et toute cette phase, justement, où Chris Pratt est en solo, je la trouve vraiment intéressante, avec des plans assez sympas, de l'humour plutôt bien amené. Chris Pratt fait de son mieux pour son personnage. Malheureusement, il y a toute une deuxième partie du film
blockbuster ultra classique, assez presque ridicule. Et plus le film avançait, plus je voulais que ça s'arrête et garder la bonne impression de la première partie. Et au final, j'avais dans ma tête une excellente impression au milieu du film. Et plus ça avançait, plus je commençais à désespérer. Et malheureusement, ça a été comme ça jusqu'à la fin. J'ai eu un petit peu de mal à le noter, du coup, car il y a pour moi presque 2 films dans Passengers. Et je recommande d'au moins regarder la première partie. Mais je préviens aussi que ça change pas mal d'ambiance ensuite. Et que ça ne m'a pas du tout marqué après. En tout cas pas positivement. Là j'ai l'impression d'être super dur avec les films dont je parle. Mais c'est juste qu'il y a eu un petit enchaînement là. Avec quelques films qui m'ont soit moyennement plu, soit pas trop plu. Mais ça va s'améliorer ensuite. Car le suivant c'est La Reine des Neiges de 2013. Un long métrage d'animation de Chris Buck et Jennifer Lee avec Anaïs Delva, Emilou Holmes et Donald Renew. Je ne vais pas m'attarder sur La Reine des Neiges car il y a de bonnes chances que tu l'aies vu ou que tu en aies marre d'en entendre parler. Ça a cartonné, ça a été le succès pour les enfants. Les chansons ont hanté des centaines, voire des milliers de parents à travers le monde. Et j'ai à peu près compris pourquoi, car c'est dans l'ensemble un très bon film. C'est écolo, c'est joli. L'humour est encore une fois assez réussi. Il ne tombe pas trop dans les clichés habituels, je trouve, et essaye de réinventer un petit peu. Ça reste un film, on va dire, assez convenu. Et on voit qu'il y a quand même les limites Disney, etc. Films pour enfants. Mais ça dépasse un petit peu quand même ce carcan. Et ça devient une expérience un peu au-dessus de juste sympathique. Ça devient vraiment un bon film, je trouve. Ensuite, j'ai vu Les Figures de l'ombre, un film de Theodore Melfi avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monáe. Ça, c'était une bonne surprise pour ma part. C'est un film qui parle de toutes ces femmes noires qui ont beaucoup aidé la NASA à faire des calculs pour le lancement des premières fusées. Donc toute l'époque de la conquête spatiale, de la guerre froide, les premiers hommes à être envoyés dans l'espace, à être envoyés sur la Lune, etc. Et bien, pour faire tous les calculs, c'était une époque où l'ordinateur allait à peine se lancer. Les énormes IBM qui prenaient des salles entières pour avoir la puissance d'un smartphone, et encore. Et bien, du coup, avant que les ordinateurs ne soient installés, c'était des femmes qui s'occupaient de la plupart des calculs, et des femmes surtout noires qui étaient regroupées dans des pièces et qui étaient des machines à calculer, littéralement. C'était une partie de l'histoire que je ne connaissais pas du tout. Ça m'a fait assez plaisir de voir comment ça avait été traité. C'est bien écrit, c'est bien joué. Et j'ai trouvé, ça m'a même un petit peu touché à un passage ou deux. Car c'est un film qui est globalement assez classique. Il
respecte des codes, il ne sort pas trop du biopic habituel, mais il a quand même une touche en plus, selon moi. Il m'a davantage plu que d'autres biopics dont je vais parler ensuite, qui restent aussi dans les limites, mais eux n'ont pas ce petit plus qu'a Les Figures de l'ombre. Je recommande chaudement, surtout que c'est un film que je recommande pour tout le monde. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de conditions particulières pour le voir ou de choses qui pourraient t'empêcher de l'apprécier. Et on arrive à mon film préféré des 22. Et ça tombe bien car on m'avait demandé la dernière fois si je l'avais vu, et ce n'était pas encore le cas. Il s'agit de Lion, ou Lion en français, un film de Garth Davis avec Dev Patel, Rooney Mara et Nicole Kidman. Et là c'est ma grosse déception au niveau des Oscars, car je pense que Lion méritait beaucoup plus la récompense du meilleur film que Moonlight. Lion est un film particulièrement réussi. C'est un film qui parle de l'aventure vécue par un enfant indien qui se retrouve du jour au lendemain à des milliers de kilomètres de ses parents, perdu, sans pouvoir se faire comprendre à cause des différences de dialecte. Et on va donc suivre une partie de sa vie, puis une autre bien plus tard, et voir toutes ces tribulations. Et on retrouve donc Dev Patel en acteur principal pour la deuxième partie de sa vie, une fois l'âge adulte atteint. Dev Patel que tu connais sûrement pour son rôle dans Slumdog Millionnaire. Et Lion est un film qui est juste. Il est touchant, il est beau, il y a d'excellents plans, les acteurs sont tous au top, et en plus on a la chance à la fin de voir les visages des vraies personnes, car Lion est tiré d'une histoire vraie. Et ça c'est assez incroyable aussi. C'est tiré d'une histoire vraie, et donc on voit les vraies personnes dont ça a été inspiré. Et il se trouve que les acteurs ont vraiment l'apparence et le style des personnes originelles peut-être plutôt. Je vais pas trop parler sur Lion, mais tout ce que je peux te dire c'est que c'est le film que j'ai préféré, et je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. D'ailleurs, tous ceux qui m'en ont parlé m'en ont dit extrêmement de bien, et je te recommande chaudement de le regarder si tu as un petit peu de temps. C'était une belle aventure. Et malheureusement, ensuite, on passe au film que j'ai le moins apprécié de la liste. Et c'est assez amusant car j'ai regardé les deux à un jour d'intervalle. Le vendredi soir, je voyais Lyon et j'avais une expérience incroyable avec. Et le lendemain, je voyais Shame. Donc, j'ai dit le nom. Shame, un film de Steve McQueen avec Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Page Dale. Un film de 2011. Encore une fois, le film avait des éléments qui pouvaient me plaire sur le papier. Il y avait Michael Fassbender dedans. Donc, comme tu le sais, j'apprécie l'acteur.
sujet pareil, il y a des centaines ou des milliers de façons de réaliser un bon film. Et je ne trouve pas que Shame ait réussi à trouver une de ces façons. Le problème, pour parler de Shame, c'est qu'il va y avoir deux avis qui s'opposent totalement et qui vont donner des critiques soit très positives, soit plutôt négatives. Les critiques très positives que j'ai lues vont dire: le film montre bien la vacuité de la vie de cet homme et ce côté désespérant, vide de sens, complètement absurde au final de la vie qu'il mène. Et pour certains, ça va être donc des points extrêmement importants et positifs. Beaucoup ont parlé de chef-d'œuvre pour Shame. Et à côté, je fais partie de ceux qui vont dire, à force de vouloir montrer la vacuité de sa vie et le manque de sens du personnage, eh bien le film aussi devient complètement vide et manque totalement de sens. J'étais juste en attente perpétuelle durant le visionnage. Je me disais, il va bien se passer quelque chose, il y a quelque chose qui va changer, ou alors le film va tenter de me faire comprendre autre chose que son message de base, qui est déjà bien assimilé depuis longtemps. Et non, pendant tout le film, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul message à faire passer, un message qui ne demande pas tout un film, et qui pour moi n'a pas énormément d'intérêt. J'ai très certainement manqué quelque chose, et je pense que c'est le bon moment pour rappeler que les ciné-relax et ce que je dis dedans n'engagent que mon avis et ma perception de certains films. Je ne fais que donner mon avis. Je ne suis pas un expert, je suis un amateur qui regarde beaucoup de films. Et je vois bien que Shame a trouvé du sens chez certains. Mais pour ma part, je l'ai trouvé complètement vide, très long, alors qu'il ne l'est pas tant que ça au final, mais il a semblé très long. Et je le regardais avec quelqu'un qui était dans le même état que moi, qui attendait, et à la fin on s'est regardé, on n'a pas su quoi dire. On a préféré en rire au final. Ensuite, alors je regarde un petit peu le chrono et je me rends compte qu'on va peut-être même faire un ciné-relax plutôt court au final. Je suis assez content. Ensuite, on a Batman Begins de 2005, un film de Christopher Nolan avec Christian Bale, Katie Holmes et Michael Caine. Tu le sais sûrement déjà, mais Christopher Nolan fait partie de mes réalisateurs préférés et je suis totalement fan de tout ce que j'ai vu de Nolan, qu'il s'agisse du Prestige, qu'il s'agisse de Memento, qu'il s'agisse de Inception, qu'il s'agisse de Interstellar. C'est un réalisateur que je respecte énormément et j'ai d'ailleurs hâte d'aller voir Dunkerque qui va sortir durant l'été. Je serai dans la salle le jour de la sortie, je pense. Et je suis donc aussi un grand fan de Batman The Dark Knight, qui est donc le deuxième film de Batman de Christopher Nolan. Et je suis par contre un petit peu moins fan du troisième, qui est Batman. Eh bien, je ne vais plus avoir le nom du dernier, mais ce n'est pas très grave.
j'adorais le 2, j'aime un petit peu moins le 3, mais étrangement je n'avais pas vu le premier, la reprise de la franchise par Christopher Nolan. C'est chose faite désormais, et je l'ai trouvé correct sans plus. C'est un film convenable pour relancer un petit peu la série et le phénomène Batman. Il ne faut pas oublier que avant que Nolan reprenne la licence, Batman était un petit peu mort. Il avait enchaîné les adaptations catastrophiques et tu connais sûrement celle dont je fais allusion. Il y en a eu des particulièrement désastreuses, mais au moins elles sont amusantes. Et on n'en a pas entendu parler pendant quelques années, avant que Nolan ne relance le phénomène. Et aujourd'hui, on est en phase de le reperdre de nouveau avec les succès plus que mitigés de Batman vs Superman et globalement des films d'ici. Mais ça, c'est un autre débat. Donc pour Batman Begins, c'est sûrement celui des trois que j'aime le moins, car je l'ai trouvé extrêmement classique. Je n'ai pas trop retrouvé le génie dont peut faire preuve Nolan. En général, il y a toujours quelque chose dans ces films qui me captive, qui me donne envie de revoir le film. Pour The Dark Knight, je pense qu'il y a la prestation de Heath Ledger qui est juste parfaite en Joker, qui fait que le film se détache totalement. Mais là, pour Batman Begins, c'est assez conventionnel, je trouve. C'est un bon film d'action, un film Batman convenable, mais c'est loin d'être le meilleur. Ensuite, ah oui, il y a eu ma soirée Night Shyamalan, avec en premier Split, donc un film de M. Night Shyamalan, avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy et Betty Buckley. Alors, hop. Je suis en train de nouveau de perdre une jambe, c'est pas très grave mais bon, pour éviter d'amputer, on va bouger ça. Alors, Split, tu en as peut-être entendu parler, car il a été pas mal mis en avant au niveau du marketing, et surtout sur le fait que James McAvoy était censé jouer 23 personnalités différentes dans ce film. C'était vraiment le slogan marketing associé à Split, que c'est un personnage qui a de gros troubles de la personnalité et que donc James McAvoy allait devoir toutes les jouer, ces personnalités. C'est un semi-mensonge au final, car il n'incarne vraiment que 8 personnalités sur les 23. Et on peut dire qu'il en incarne surtout 5-6. C'est un des défauts du film d'ailleurs, c'est que il y a un passage, bon je ne vais pas spoiler, mais il y a un passage où on sent qu'ils ont voulu rajouter une personnalité ou deux pour coller davantage aux promesses marketing. Et la scène en soi n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est de montrer qu'il y a bien 23 personnalités et que James McAvoy aurait pu toutes les jouer s'il voulait, mais il ne le fait pas. Donc pour moi c'était une promotion un petit peu abusive. Mais au-delà du marketing, qu'en est-il du film? Eh bien Split, c'est un film qui moi m'a davantage plu que ce que j'en ai entendu. J'ai vu pas mal de gens relativement déçus, car en fait Night
pas un réalisateur qui débute, et il a fait de très bons films dans le passé. Il a aussi eu une époque beaucoup plus creuse récemment, et là, les gens attendaient de voir, en tout cas les fans, attendaient de voir s'il allait de nouveau sortir un bon film de Night Shyamalan. Et en tant que film, Split est un bon film. J'ai beaucoup aimé même. Il y a une ambiance très intéressante. Il y a des plans qui, je trouve, sont bien pensés et surtout ils ont du sens. C'est ça que j'apprécie chez ce réalisateur, c'est que la façon dont c'est filmé donne du sens aussi à l'histoire. Il y a du sens caché un petit peu partout dans les films de Night Shyamalan. Il y a souvent un second degré de lecture, voire un troisième, et on peut facilement passer du temps à réfléchir de nouveau à ce qu'on vient de voir et passer un petit peu de temps à réfléchir au film. Ça, j'apprécie. Et Split, du coup, au niveau de ses plans, de ses acteurs, pas tous, James McAvoy est globalement très bon. Je l'ai trouvé au niveau attendu pour un rôle compliqué du coup, car il faut jouer plusieurs personnalités. Certains diront qu'il est un petit peu dans du surjeu parfois. Moi, je l'ai trouvé assez convaincant. Oups. Et les autres, par contre, les autres acteurs, il n'y en a pas beaucoup. Mais beaucoup plus lambda. Au niveau du film, je recommande si tu aimes les thrillers un petit peu angoissants. Et je pense qu'il faut le coup d'œil. Je ne spoilerai pas la fin, même si ça fait partie intégrante du film. Non, je ne peux pas en parler. Le problème, c'est que dans les films de Night Shyamalan, il y a une grosse partie de la critique du film qui vient en général de la fin du film. Que ce soit pour Split ou pour le film dont je vais parler juste après. Mais si je ne veux pas spoiler, je ne peux vraiment pas en parler. Et donc je vais passer au film suivant. Et il s'agit donc de Sixième Sens, un film de 1999, encore une fois de Night Shyamalan, avec Bruce Willis, Haley Joel Osment et Toni Collette. Là on parle du film le plus connu, je pense, de Night Shyamalan, je sais pas si c'est celui qui l'a fait connaître, mais ça a été un bon succès en 99, car il est encore connu aujourd'hui. Et Sixième Sens, on retrouve des thèmes qui parlent beaucoup aux réalisateurs, à savoir les enfances difficiles, les enfants maltraités. Et il y a toujours un petit côté, un mélange entre du réel et du surnaturel. Et on ne sait pas trop où est la limite dans les films de ce réalisateur. J'apprécie beaucoup. C'est du coup très mystérieux. Et là, je trouve que Sixième Sens est plus abouti. Il est bien joué, il est bien filmé, il est mystérieux. La fin est excellente. Et je pense qu'en effet, il mérite son titre de petit classique qu'il faut avoir vu. Ensuite, on a Demolition de 2016, un film de Jean-Marc Vallée avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts et Heather Lind. Tu me connais si tu as vu les autres épisodes de Ciné Relax. Je suis un grand fan de Jake Gyllenhaal et je pense que ça doit bien
12e film que je cite, où il apparaît à l'affiche. Et bien là, dans Demolition, je dirais sans trop de problème qu'il porte totalement le film. Jean-Marc Vallée est un réalisateur que j'avais découvert avec Dallas Buyers Club, un film qui comprenait Matthew McConaughey et qui était un de mes coups de cœur d'ailleurs, durant l'année où je l'ai vu. Et là on retrouve ce réalisateur dans un projet un petit peu différent, mais encore une fois porté par son acteur principal. Ce coup-ci c'est Jake Gyllenhaal. Et donc pour Demolition, c'est une histoire simple. La mort de la femme de Jake. Je ne spoil pas, c'est vraiment le fondement de l'histoire. Et on va voir comment il va traiter cette mort, comment il va évoluer après la mort de sa femme. Et c'est un film qui est vraiment intéressant, car particulièrement étrange et absurde pendant quasiment tout le long. Il y a beaucoup de moments où on se demande ce qu'on est en train de voir, et surtout on se demande mais où est-ce que le film veut en venir. On se demande s'il va se passer quelque chose ou si le film essaie de nous dire quelque chose en particulier. Et je trouve que quand on le termine, eh bien l'ensemble de cette absurdité a finalement du sens. Et on arrive à en sortir un message et une expérience assez différente de ce qu'on voit d'habitude. Car du coup, je me suis demandé pendant vraiment quasiment tout le film ce que j'étais en train de regarder. Et pour autant, je l'ai regardé jusqu'au bout sans problème. Il a un côté captivant. Mais pour ça, je trouve que Jake Gyllenhaal est vraiment le porteur de cette expérience. Il aide beaucoup, via son jeu d'acteur, à ce qu'on s'intéresse au film. Dans tous les cas, je te le recommande si tu n'as rien contre l'absurde ou l'étrange. Et je pense que c'est une expérience cinématographique qui change. A l'inverse, ensuite on a le film classique au possible, mais qui marche bien, avec Eddie the Eagle, un film de Dexter Fletcher, avec Hugh Jackman, Taron Egerton et Christopher Walken. Un beau casting pour ce film, qui est donc un biopic encore une fois, qui parle de l'aventure extraordinaire d'un jeune Britannique qui a réalisé qu'il n'y avait pas d'équipe olympique pour le saut à ski en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'envoyait pas aux Jeux Olympiques d'équipe de saut à ski. Et il a donc décidé, du jour au lendemain, de devenir un champion olympique de saut à ski pour la Grande-Bretagne, sachant qu'il n'en avait jamais fait de sa vie, et qu'il commençait du coup extrêmement tard. C'est une histoire vraie. Même s'il y a quelques éléments à ranger, le fond de l'histoire est vrai. Et au niveau du casting, donc, il y a Hugh Jackman, qui n'est pas le personnage principal, mais qui joue le coach de ce personnage. Et il a une grande classe comme d'habitude. C'est un acteur que j'aime bien. Et on a donc Taron Egerton, que tu connais peut-être pour son rôle dans Kingsman. Il joue le personnage principal dans Kingsman. Et c'est assez intéressant car dans Eddie the Eagle, on se demande au début s'il n'est pas en train de surjouer le personnage, car il a beaucoup de mimiques, il a une tête
et on croit qu'il est en train de surjouer. Sauf qu'en fait, quand on voit les vraies expressions et le vrai visage de la personne dont ça s'inspire, eh bien on réalise que non, il a très bien fait son boulot et qu'il a essayé de reproduire au maximum l'homme dont l'histoire part. D'ailleurs, le vrai personnage qui a donc réalisé cette aventure a déclaré en interview que Taron Egerton avait fait de l'excellent boulot pour l'imiter. Et concernant le film en lui-même, eh bien, comme je disais, c'est un film classique au possible, avec un schéma narratif, tout ce qu'il y a de plus habituel, avec les échecs, les remontées, le petit côté Rocky avec l'entraînement qui finit par payer. Donc vraiment pas de surprise majeure sur le scénario. Mais je trouve que il y a une âme dans ce film, malgré tout. C'est assez étonnant. Alors je vais juste attendre 3 secondes. Ah non. Car on arrive à 1 heure de vidéo, à peu près. Et en général, mon petit enregistreur coupe le fichier quand il arrive à une certaine durée. Et du coup, c'est plus facile pour moi si j'attends quelques secondes qu'il passe au fichier suivant. Mais ce n'est pas grave, il le fera plus tard. Et donc, je disais, le film, malgré son classicisme total, a une âme, je trouve. Et le combo des acteurs marche bien, la façon dont c'est fait marche bien. C'est un film efficace et qui arrive à faire passer les émotions qu'il veut faire passer. Un bon exemple du fait qu'on peut faire un bon film tout en étant assez cliché et stéréotypé. Reprendre des clichés, reprendre des formats qui ont déjà bien marché par le passé, eh bien ça n'empêche pas de réaliser à nouveau un bon film. Et d'ailleurs c'est encore le cas du film suivant, car il s'agit du film Le Fondateur, un film de John Lee Hancock avec Michael Keaton, Linda Cardellini et Patrick Wilson. Et d'ailleurs ils ont oublié de citer Nick Offerman, qui est un acteur que j'apprécie, que je connais dans Parks and Recreations. C'est bizarre qu'il ne soit pas cité dans les 3 majeurs, mais ce n'est pas grave. Le Fondateur, c'est une histoire assez simple, car il s'agit de l'histoire de McDonald's et de comment cette petite entreprise familiale, lancée par 2 frères, est devenue au final une multinationale monstrueuse qui domine sur le monde dans son domaine. Eh bien, ce n'est pas les 2 frères qui vont être la cause de cette incroyable expansion et de ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est un homme qui va voir l'opportunité, qui va réussir à trouver ce qu'il y a d'essentiel dans la marque McDonald's et qui va tout donner pour faire grandir ce nom, faire grandir cette entreprise, quitte à être un salaud de première. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mots. Le personnage principal est un salaud de première. Ce n'est pas du tout un film moral, même si le film ne tente pas de glorifier ce personnage. Il tente juste de montrer comment ça s'est passé. C'est un film historique, on va dire, qui montre l'évolution de McDonald's. Et ce n'est pas tout rose, ce n'est pas joli particulièrement. C'est une histoire d'un salaud qui avait une énergie hors norme et qui a tout fait pour faire grandir la marque. Le film, du coup, en lui-même,
c'est vraiment ce qu'on appelle, ce que j'appelle plutôt le film to-do list. Le film où on a une liste réutilisée 500 fois de choses à mettre dans le film et à faire. Et on a coché les points un par un pour faire le film bien ficelé de l'année, efficace, simple, avec une histoire qui parle à la majorité. En petit point positif, je dirais la plupart du casting. Michael Keaton est excellent dans le rôle de ce personnage complètement possédé presque par l'ambition et dénué de moralité. Et j'aime beaucoup Nick Offerman qui joue un des deux frères fondateurs de McDonald's. Il est assez juste, j'aime bien cet acteur. Donc un film qui passe bien, il n'est pas très long, ça doit durer peut-être un petit peu moins de 2 heures quand même. Et si tu veux un film classique, bien ficelé, si tu as envie d'en savoir plus sur McDonald's, il est là pour ça. Et enfin, en dernier film, je vais parler de celui que j'ai vu cet après-midi et que j'attendais particulièrement. Il s'agit de Mademoiselle, un film de Park Chan-wook avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ah Jong-woo. Si j'ai mal prononcé les noms, c'est normal et je m'en excuse. Ce ne sont pas des actrices et acteurs que je connais. Et je connais juste leur réalisateur, Park Chan-wook, qui a été surtout connu pour Old Boy. Je crois que j'en ai parlé dans un autre ciné-relax. Il y a des chances. Et j'étais assez impatient de voir Mademoiselle, car les premières images faisaient très envie. J'avais été bien convaincu par Old Boy, qui était un film donc extrêmement bizarre, mais au final avec une ambiance visuelle, un style totalement unique et une histoire à rebondissement. Et là, Mademoiselle, il était présenté comme un film qui mélangeait un petit peu le thriller, le drame, le film érotique même. Et d'ailleurs, je tiens à dire, avant de trop détailler le film, qu'il est déconseillé aux moins de 12 ans, mais je pense que c'est plutôt gentil. Je pense que le moins de 16 n'aurait pas été spécialement choquant. Il y a des scènes assez explicites, même plus qu'explicites, et de la violence et des éléments que Park Chan-wook apprécie, qui donnent un côté très malsain au film parfois. Et je pense que c'est un film qui peut choquer. Donc tu es prévenu. Il faut être un spectateur assez averti pour voir Mademoiselle. Et du coup, est-ce que mes attentes ont été satisfaites? Oui et non. Il y a des points sur lesquels j'ai été totalement convaincu. Il s'agit surtout de la réalisation et la photographie des scènes. Les plans sont magistraux dans quasiment tout le film. On retrouve un côté Barry Lyndon, si tu l'as vu, qui est un film de Stanley Kubrick. Dans Barry Lyndon, en fait, on a l'impression que chaque plan est un tableau. Et on retrouve cet esprit-là dans Mademoiselle, avec des plans qui impressionnent, qui ont très souvent une symétrie parfaite, qui ont très souvent un aspect tableau d'époque. Et rien que sur ça, le film déjà m'a bien convaincu. Au niveau de l'ambiance donc visuelle mais aussi sonore, avec des sons, des musiques qui marquent ou qui marchent
excellente. On a une ambiance, une atmosphère qui me plongeait totalement dans le film. On a tout ce que j'attendais de Mademoiselle. Mais ensuite, j'ai l'impression que ça perd un petit peu de sa saveur dans les parties 2 et 3. Comme si le film se dénaturait un petit peu et devenait un petit peu plus grossier. Alors ça reste globalement du cinéma de haut niveau. Mais j'avais l'impression que ça tombait davantage dans de l'attendu. Ou alors dans des moments qui tentent de surprendre, mais qui en font un petit peu trop. Et au niveau de l'histoire, j'ai pas globalement été impressionné. Plus que ça, je l'ai trouvée. Elle ne m'a pas spécialement surprise, alors que c'était le but, je pense. Du coup, un avis plus ou moins demi-teinte. Je pense que ça reste un des meilleurs films de 2016. Et c'est un modèle de cinéma au niveau de sa mise en scène. Mais j'en attendais plus. Et je pense que ça aurait pu faire mieux en ne changeant pas grand chose. J'ai l'impression qu'on n'est pas passé loin du chef-d'œuvre en fait, mais qu'il n'est pas atteint. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti ainsi. Néanmoins, si tu aimes ce style très bizarre, si tu aimes le cinéma sud-coréen, c'est un plus. Bien, je recommande sans problème et j'espère que ça te plaira. Mais je préviens tout de suite, le film est vraiment bizarre et il est vraiment explicite par moments. Je préfère que ce soit bien dit. Et pour terminer ce ciné-relax numéro 6, je vais parler d'une série que j'ai regardée en 2 fois quasiment, alors qu'il y a 13 épisodes de 1 heure quasiment chacun. J'ai regardé, je crois, en 2-3 jours les 6 premiers épisodes, et j'ai regardé en une nuit les 7 suivants. Et d'ailleurs, c'était la nuit dernière. Donc c'est encore tout récent dans ma tête. 13 Reasons Why est une série de Brian Yorkey avec Catherine Langford, Thailand Minette, Christian Navarro. Et c'est donc une série de 2017 produite et lancée sur Netflix. J'ai sûrement mal prononcé certains noms, mais ce n'est pas très grave. Et je tiens à dire aussi que là j'ai juste cité les 3 premiers qui m'étaient donnés, mais la série, on va dire, a une dizaine d'acteurs principaux. Le concept est assez simple. Je crois que c'est adapté d'un livre d'ailleurs. Il s'agit d'une adolescente dans un lycée américain qui malheureusement se suicide et qui veut faire passer un message à toutes les personnes qui ont indirectement contribué à son suicide. Et le titre, 13 Reasons Why, qu'on peut traduire en français par les 13 raisons du pourquoi. C'est une traduction, on va dire, à peu près correcte. Eh bien, les 13 raisons, il s'agit de 13 personnes qui ont eu un lien avec son suicide. Et on va donc avoir des épisodes centrés sur des moments de sa vie qui ont indirectement ou directement impacté sa décision finale. Et j'ai eu un gros coup de cœur que je n'attendais pas du tout sur cette série. Je l'ai vu sortir sur Netflix et je t'avoue que j'étais dans l'indifférence la plus totale, car les images ne me parlaient pas du tout. Je voyais un lycée américain, tout ce qu'il y a de plus cliché, et j'avais l'impression
c'était la série typique pour ados, avec donc le lycée américain classique. J'attendais les romances classiques et compagnie. Et finalement, je me suis décidé en voyant les excellents premiers retours et une amie qui m'a dit que ça commençait vraiment très bien. Et au final, je l'ai vraiment dévoré en 2-3 fois. Et je pense que c'est une série qui est à la fois excellente, mais qui est aussi, et c'est là où elle se diffère surtout, c'est une série qui est nécessaire et qui est importante. Alors pourquoi elle est excellente? Pour pas mal de raisons. Le casting est large, car il y a fallu pas mal d'étudiants pour toute l'histoire, et je le trouve globalement très bon. La plupart des acteurs, j'ai cru vraiment être dans un lycée américain classique, et pour moi il n'y avait pas de personnage qui dénotait particulièrement. Certains diront, je l'ai lu, que du coup les personnages sont pour la plupart très clichés. On a les sportifs un peu débiles, on a la fille un peu goth, un peu dark et torturée, on a le mec timide en soirée, on a un petit peu de tout. Et du coup, ça peut sembler cliché, mais j'ai envie de dire que si on prend un lycée assez classique, de n'importe quel lycée américain ou même en France en soi, eh bien on va aller retrouver ces clichés. J'ai été au lycée aussi, et ça ne m'aurait pas choqué de retrouver les personnages qu'on voit dans le film, dans la série, pardon. Car au final, sur tout un ensemble d'étudiants, on a forcément ces quelques clichés qui vont ressortir à un moment ou à un autre. Donc pour ma part, ce n'est pas un défaut. Et le casting, les acteurs sont tous très bons, je trouve. Peut-être un ou deux en retrait encore. Et j'ai été surpris aussi au niveau de la réalisation, qui est d'une fluidité assez remarquable. On passe en un mouvement de caméra du passé, vu que la plupart des épisodes se basent sur le passé, sur des sortes de souvenirs racontés, et on arrive à faire des transitions entre le passé et le présent assez régulièrement dans chaque épisode, sans jamais que ça choque, et toujours de façon intelligente. Ça peut être une caméra qui va tourner un petit peu et un filtre qui va changer. Ça peut être pas mal d'autres choses. Je ne vais pas tout détailler, mais il y a beaucoup de bonnes idées pour garder une fluidité et qu'on arrive à suivre l'histoire du présent et du passé dans chaque épisode, avec du coup des transitions régulières, mais tout en restant intéressant à voir, sans que ça fasse trop haché, ce qui est un petit peu le risque. Ça peut vite sembler couper trop régulièrement, et là ce n'est pas du tout le cas. Sinon, au niveau de la musique, c'était assez classique mais sympa. Il y a un épisode avec du Woodkid dedans, j'étais content. J'aime bien Woodkid. Et il y a, au niveau du scénario, des bons points et des moins bons points. C'est globalement des bons points. J'ai été captivé pour ma part par le scénario, mais il faut reconnaître que parfois la série abuse un petit peu sur le côté mystérieux. Parfois la série en fait un petit peu trop sur le mystère et sur le côté il faut que tu regardes l'épisode suivant pour en savoir plus.
j'appelle ça un petit peu le syndrome. Alors il y a un petit côté le syndrome Lost. Lost, c'est typiquement la série où on a envie d'en savoir plus en lançant l'épisode suivant, mais 99% du temps, on n'en sait pas plus après l'épisode suivant. Au contraire, on a 2 fois plus de questions. Et bien, là dans 13 Reasons Why, globalement, la série répond à toutes les questions qu'elle lance. Mais soit c'était un petit peu exagéré au niveau de l'attente, la réalité est moins bluffante que ce que l'attente semblait laisser sous-entendre, soit c'est du coup au final trop mis en avant. La série abuse un petit peu sur l'attente provoquée et elle se perd aussi un petit peu parfois dans quelques incohérences par-ci par-là, mais ça reste selon moi assez minime. J'ai lu des retours qui mettaient en avant la plupart des incohérences. Je l'ai trouvé au final assez juste. J'avais pas grand chose à redire sur les retours qui les mettaient en avant. Mais quand je regardais, ça ne m'a pas choqué. Et je ne pense pas que ça soit si grave au final. Ou que ce soit le point à regarder le plus dans la série. Je pense pas que la série mérite qu'on la descende à cause de ces quelques incohérences. Et je vais donc venir au point du pourquoi la série est nécessaire, car elle aborde beaucoup de thèmes que je trouve importants, et elle les aborde surtout de façon superbement juste, et avec beaucoup de finesse selon moi. Elle va donc aborder les thèmes du suicide, elle va aborder les thèmes de la solitude, du harcèlement au lycée, on va avoir aussi les limites du consentement, donc toutes les notions de consentement. On va avoir aussi le côté l'alcool au volant, ou même l'alcool en général dans les soirées. Il y a tous ces thèmes qui sont abordés sur les 13 épisodes, et je pense qu'il faut les aborder, il faut oser en parler, et la série le fait, et le fait bien. Je pense que c'est une série qu'il faut montrer à beaucoup d'adolescents qui sont au collège, au lycée, et il y a de très grandes chances qu'ils se retrouvent au moins dans un des personnages. Pour ma part, je me suis retrouvé un petit peu dans un des personnages, et je pense que la série est faite de façon à ce qu'on s'identifie au moins à quelqu'un. Et je trouve que du coup, le message passe très bien, car on se sent intégré à l'histoire, on se dit que c'est une histoire qui aurait pu nous arriver. C'est une histoire qui semble réelle et proche. Et du coup, tous les thèmes abordés, comme ils le sont, comme ils sont bien abordés, eh bien, ils touchent directement le spectateur. Et je pense qu'il fallait faire une série de ce genre et qu'il faudrait qu'elle soit pas mal diffusée. Je ne sais pas si ça peut aider énormément de jeunes qui ont des problèmes comme les personnages de la série, mais je suis à peu près certain que ça pourrait, que ça peut au moins en aider quelques-uns qui trouvent du réconfort et peut-être des alternatives ou de l'aide via ce que montre la série. Et ce sera tout pour cet épisode de Ciné Relax qui du coup va durer environ 1h20, un petit peu plus. Je suis assez content car la dernière fois l'épisode avait duré 1h30 je crois, et il y avait quasiment 2 fois
pense que le rythme était un petit peu plus adéquat au nombre de films. Mais j'espère cependant que j'ai réussi à te proposer un petit panel, un petit tour de tout ce que j'ai vu ces derniers temps. J'espère que les petites analyses t'auront plu et surtout, j'espère que la vidéo t'a détendu. Avec un peu de chance, tu es actuellement en train de dormir et tu n'entends pas ce message. C'est en général ce que je souhaite, qu'on n'entende pas trop la fin de mes vidéos. Si c'est le cas cependant, eh bien je te remercie beaucoup d'avoir regardé et je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ASMR. Il va y avoir